produit. Donc je laisserai ensuite la main à Loïc qui vous parlera un petit peu plus du produit et de la techno chez nous. Et ensuite à Jennifer qui est notre app spécialiste et qui vous parlera d'un cas client spécifique. Donc moi je vais commencer en... Je vais faire d'ici, ce sera plus simple. Comment ça marche? Vraiment spécialiste en tech. C'est comme ça, dommage. Ouais. Raté. Oui, c'est pas... Je sais pas. Voilà. C'est bon. Ok, parfait. Rapidement, qui on est. Alors je laisserai Loïc et Jennifer se présenter. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne vient pas de l'univers AdTech à la base, aucun d'entre nous. Alors Jennifer qui a commencé dans le branding, mais qui est un peu loin de ce qu'on va présenter aujourd'hui sur la partie plutôt performance applicative, mobile. Moi j'ai un background commercial plutôt basique, on va dire, parce que j'ai fait de l'immobilier, puis, et avant ça, je vendais de la gastronomie, donc à peu près rien à voir. Je suis arrivé là un peu par hasard. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est toujours intéressant, enfin moi ça m'a passionné assez rapidement l'univers mobile et notamment l'univers AdTech, pour plein de raisons, et c'est surtout qu'on arrive avec un regard un peu frais sur ce marché-là, parce que ça fait maintenant 4 ans et demi qu'on est dedans, et on apprend encore plein de choses tous les jours, et c'est hyper intéressant. Et pour Loïc, c'est pareil, il a fait des études spécifiques qui, a priori, ne le condamnaient pas forcément à travailler chez nous à la base. Et Jennifer a plutôt travaillé du côté branding, donc plutôt, alors je ne sais pas si vous êtes familier avec la différence entre branding et performance aujourd'hui, grosso modo. Branding, c'est tout ce qui va être géré par l'achat média un peu classique, géré par les agences, qui aujourd'hui se digitalisent, mais qui à la base sont plutôt axés télé et print. Voilà. Donc on vient d'univers relativement différents. Qui nous sommes? Addictive. Alors, on a créé la société fin 2012. On a maintenant 5 ans d'existence. Entre temps, on a fait 2 acquisitions. C'est intéressant, on y reviendra juste après. Parce qu'on est plutôt en mode quand on ne sait pas faire quelque chose, on va plutôt aller l'acheter ailleurs que de le développer nous-mêmes. Même si en général, on commence toujours par tester un peu nos capacités à le faire nous-mêmes avant de se tromper et puis de faire différemment. On est une centaine de collaborateurs aujourd'hui dans 3 pays. Majoritairement, je vous expliquerai aussi pourquoi le choix des pays en l'occurrence. Et on a délivré à peu près 3000 campagnes. Et je vais vous expliquer aussi comment on les a délivrées. Et à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 2017. Une belle croissance. Qu'est-ce qu'on a commencé par faire? Quand on a lancé Addictive à l'origine, c'était une plateforme de gamification. Est-ce que ça parle à certains d'entre vous? La gamification? Ouais. On a pris un gros flop. Ce qu'on s'était dit à l'origine, c'était tous les sites, les grands sites médias français, les Prisma Média, l'équipe, etc. Ils allaient tous acheter de l'audience un peu partout. Donc leur idée, c'était faire venir un maximum d'internautes et ils ne faisaient pas du tout attention à la rétention de cette audience-là. Ils préféraient acheter de l'audience en permanence sans se dire comment on peut faire pour les retenir sur le site, ce qui était relativement compliqué. Et donc à ce moment-là, on s'est dit on va essayer d'intégrer des mécanismes de jeu, de récompense, etc. sur les sites pour essayer de créer un minimum de rétention d'audience. Alors, ça n'a pas trop mal fonctionné, on avait signé des deals à l'époque avec Prisma notamment et l'équipe, entre autres. Le problème qu'on n'avait pas forcément calculé à ce moment-là, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de business model derrière ça. C'est-à-dire qu'ils étaient d'accord pour tester la solution, ils n'étaient pas trop d'accord pour payer derrière. Du coup, ça a créé un vrai problème basiquement, c'est qu'on ne pouvait plus financer la société assez rapidement. Donc on s'est dit, comme on avait plugué tous ces sites-là et qu'on avait une plateforme intégrée dans ces sites-là, on s'est dit comment on va faire pour monétiser, parce que sans argent, soit on arrête, soit on trouve une autre solution. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est tourné vers la tech en se disant on a beaucoup de données sur les utilisateurs, donc on va simplement commercialiser cette donnée. Donc on a créé un premier format publicitaire et surtout, on a commencé à vendre et surtout on a commencé à structurer cette donnée et à la structurer pour la revendre, pour la publicité. Et c'est là qu'est née la DMP Addictive qui existe encore aujourd'hui et qu'on utilise toujours aujourd'hui. Ensuite, on s'est dit oui. Ça veut dire quoi DMP? Un Data Management Platform. C'est une plateforme dans laquelle on va en gros récupérer toute la donnée,
c'est tout ce qu'on entendait sur Big Data, etc. Donc on récupère toute cette donnée, on la met dans une plateforme, et après la problématique c'est de la trier, cette donnée, parce que c'est bien de l'avoir, mais à un moment donné, il faut la trier pour pouvoir en faire quelque chose. Et donc c'est là-dessus qu'on a commencé à se développer, c'est comment on va trier cette donnée, la récolter, avoir les serveurs qui vont bien, etc. Moi j'ai appris plein de choses, je n'ai pas du tout cet univers, donc j'ai appris comment ça fonctionnait AWS, tous ces trucs hyper sympathiques. Et ensuite on s'est dit, bon bah c'est super bien, on a cette donnée, on a la donnée brute, on la trie, on diffuse de la publicité, mais ça reste assez basique. Donc on a levé des fonds à ce moment-là, et on a injecté beaucoup d'argent pour créer un moteur de prédiction qu'on a développé pendant l'année 2014, qu'on continue encore à développer maintenant, mais qu'on a lancé vraiment en 2014. Et donc c'est là qu'on a embauché des profils assez improbables pour moi à l'époque. J'étais pas forcément pour les embaucher au début. Des data scientists. Des gens qui vont créer des algorithmes et nous permettre de mieux cibler la publicité avec un objectif final qui est de la vendre soit plus cher, soit d'en vendre plus. Enfin, c'est gagner plus d'argent. Et on a structuré cette équipe-là qui a bossé dessus pendant quasiment un an, presque à perte. Donc ça a été assez complexe quand on vient d'industrie un peu classique, typiquement l'agroalimentaire, on achète, on revend. C'est assez complexe de se dire je vais investir sur du temps homme pendant quasiment un an, sur des profils qui sont relativement onéreux quand même, qui viennent d'horizons qui n'ont absolument rien à voir avec la publicité, parce qu'on avait des gens qui venaient de la finance, toi tu as d'ailleurs entendu la chez nous qui venaient de Polytech ou d'autres grosses écoles, qui étaient bien plus intelligents que nous, et donc on comprenait bien sur quoi ils bossaient, on ne comprenait pas forcément comment ils le faisaient, et donc bah, là il faut apprendre à prendre son mal en patience et se dire à un moment donné ça va payer. Ça a fini par payer, on a eu une très très forte croissance en 2014-2015 grâce à ça, puisque mieux on ciblait la publicité, meilleurs étaient les résultats, et du coup plus on arrivait à signer de clients, donc on s'est beaucoup développé. Et à un moment donné, on est arrivé au problème mobile. Parce que nous, l'année du mobile, on l'a entendu, à partir du moment où on a lancé Addictive, à partir de 2012, tout le monde me disait mais vous êtes fous d'aller sur desktop, il faut faire du mobile, il faut faire du mobile, il faut faire du mobile. En vérité, on a vu un vrai switch des investissements du desktop vers le mobile, plutôt en courant 2015, où là c'est vraiment devenu... il y a l'usage et puis il y a le fait que les annonceurs ils commencent à comprendre l'usage et qu'ils commencent à se dire bah, les poches de budget, il faut les déplacer du desktop vers le mobile. Et donc là on s'est dit bon, il faut suivre. Pour suivre, on pouvait utiliser, la chance qu'on avait c'est qu'on pouvait utiliser notre technologie aussi bien en web mobile qu'en web classique. On s'est dit on va naturellement aller vers le web mobile. Et assez rapidement, on a été limité par l'expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'on savait faire du desktop, on savait créer des formats, on savait faire des choses, sauf qu'en mobile, ça n'a rien à voir. Et donc on a commencé à essayer de s'y mettre nous-mêmes, sauf qu'en fait on était nuls. On n'était pas bons, on n'avait pas la bonne approche, et on n'y arrivait pas. Et à ce moment-là, on a commencé à chercher du coup plutôt des sous-traitants pour ça. Oui, ça va me dépêcher. On a commencé à chercher plutôt des sous-traitants pour faire ça, et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré MotionLead, qui est une boîte qui a été incubée au Y Combinator, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un incubateur à San Francisco qui a fait notamment Airbnb et Dropbox, et qui avait eu eux la même approche puisqu'ils avaient déjà monté un publisher mobile qu'ils avaient revendu et s'étaient rendu compte de la mauvaise qualité des pubs et du coup des difficultés qu'ils avaient eux à monétiser leur app à la base. Et du coup ils s'étaient dit on va aller dans la tech et on va créer une plateforme technologique inspirée du jeu vidéo qui va permettre de faire des pubs beaucoup plus lourdes, beaucoup plus riches, etc. Si vous avez des questions, on pourrait y revenir. Je laisserai Loïc éventuellement vous en dire un peu plus sur la plateforme MotionLead. Et donc on a fait l'acquisition de MotionLead en 2015, ça nous a permis de vraiment accélérer très fort sur le mobile, puisque on faisait 100% de nos revenus en desktop, et à fin 2015, je pense qu'on avait déjà entre 20 et 25% de nos revenus qui provenaient du mobile. Donc voilà, la preuve qu'en travaillant bien l'expérience utilisateur avec une bonne logique de ciblage derrière, on arrivait finalement à avoir des performances correctes pour pouvoir continuer à vendre. Et derrière on s'est dit, maintenant c'est bien, mais on veut arriver, donc tout ça c'est dans l'univers du branding, c'est-à-dire le branding c'est, je fais de la couverture sur cible, je vends une campagne, je vais regarder, alors à l'époque les annonceurs regardaient beaucoup les taux de clic, ça veut rien dire un taux de clic, parce que si vous voulez avoir un fort taux de clic c'est pas compliqué, vous mettez un interstitiel horrible, vous ne mettez pas de croix et vous allez voir le taux de clic qui va être incroyable. Donc ça veut rien dire. Eux regardaient beaucoup ça, donc il y avait beaucoup d'éducation à faire. Ensuite on est passé sur toutes les perfs site-centric, etc. Donc c'est combien de temps les gens passent sur les sites qu'on les amène à visiter, etc. Et nous on a voulu aller plus loin, notamment pour plusieurs raisons. D'abord on voulait passer, on a décidé nous de se dire on veut s'ouvrir aussi à l'univers applicatif pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on voulait aussi se dérisquer d'un côté, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui arrivaient sur le web mobile, il y a une réglementation très lourde.
Apple ne gagne pas vraiment d'argent, Google non plus sur la partie web mobile quand on monétise nous. Et du coup, on s'est dit à un moment donné, les règles ont commencé à changer. Et donc, il faut qu'on arrive à se dérisquer. Et on s'est dit, il faut passer un peu au niveau de l'app. Ensuite, parce qu'on voulait absolument partir sur une notion beaucoup plus héroïste pour nos clients. Se dire, ok, maintenant on veut qu'ils investissent chez nous parce qu'on leur rapporte de l'argent. Donc, c'est vraiment arriver en bout de tunnel de conversion et se dire comment on fait pour les faire convertir et pour arriver aussi à rentrer dans ces modèles d'attribution, contribution, dont vous êtes peut-être ou pas conscient ou connaisseur. Et on s'est dit pour ça, il faut qu'on a voulu d'abord développer nous notre propre DSP, in-app, pour aller. Vous êtes familier du DSP? Non. Ok. Demand-side platform. Alors, un DSP, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une grosse plateforme qui est connectée à toutes les sources d'inventaire partout dans le monde, qui est connectée à des SSP, donc Mopub, Smato, des grosses. En gros, les éditeurs médias, ils mettent en vente leur inventaire sur des plateformes. Et en gros, celui qui enchérit le plus, il va avoir l'impression à un moment donné. D'accord? Donc c'est une grosse technologie qui permet d'avoir un accès à peu près total à l'ensemble de l'audience partout dans le monde. Et ça, on ne l'avait pas. Donc on était limité en termes d'audience et on était aussi limité technologiquement. Et il faut savoir que c'est très compliqué à développer. On a essayé, on a bossé dessus pendant 3-4 mois avant de se dire en fait c'est tellement complexe qu'à un moment donné, quand c'est trop complexe, il vaut mieux racheter et avoir des experts qu'on intègre dans nos équipes. Et donc c'est là où on a fait notre deuxième acquisition, fin 2016, d'une boîte qui s'appelle Tremeup, une boîte allemande, d'où notre présence en Allemagne. Je ne vous cache pas, à la base c'est pas un choix, surtout quand on a débarqué de l'avion la première fois en janvier. Température extérieure, moins 20 degrés. J'étais ravi. On aurait pu racheter à Barcelone ou ailleurs, bon ça n'aurait été, bon, là, pas terrible Berlin. Bon du coup on s'est retrouvé à Berlin avec un DSP qui nous a permis d'adresser du coup l'offre dont je vais ensuite vous parler. Je suis désolé, je suis un peu long sur l'intro. L'offre dont je vais ensuite vous parler, qui est une offre vraiment spécifique aux apps. Alors, pourquoi le marché de l'app? Je vais essayer d'aller super vite parce que je vais enfoncer beaucoup de portes ouvertes. Premier conseil, donc pensez mobile first. Pourquoi? Ça, je pense que vous en êtes tous conscients. Encore une fois, c'est le moment où on a switché. Donc nous, on a commencé à switcher en 2015. En vérité, la vraie bascule, elle a été faite en 2016 au niveau des audiences, donc plus d'activités en mobile que sur desktop à partir de 2016. Alors les chiffres, bon, je ne vais pas revenir dessus, je pense que vous pouvez lire. Il y a énormément, il y a de plus en plus chaque mois d'achats dans les apps versus le desktop. Et typiquement, je crois que c'est Noël dernier, il y a eu beaucoup plus d'achats en desktop en mobile qu'en desktop. Pas en France encore, mais en Angleterre. Donc on a vraiment un switch qui s'opère. Aujourd'hui, il y a un gros dilemme auquel on a été aussi confronté, puisqu'on s'est beaucoup posé la question aussi, c'est web mobile ou in-app. Et quand on va chez quasiment la totalité de nos clients en France, ils nous disent tous, mais je fais du web mobile, je fais de l'in-app, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je dois investir? Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas des poches énormes de budget et il faut choisir son combat. En vérité, il y a une étude de Forrester, il y a une étude de Forrester qui a dit que les comportements ne sont pas du tout les mêmes des utilisateurs in-app et web mobile. Vous ne touchez pas la même audience, vous ne touchez pas typiquement vos utilisateurs les plus engagés, on va le voir juste après, sont plutôt in-app. En revanche, le mainstream est plutôt web mobile. Donc en gros, c'est un choix cornélien, c'est impossible, vous ne pouvez pas choisir, il faut investir dans les deux et il faut le faire de la manière la plus smart possible. Et on vous en dira un peu plus après sur les investissements. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu chez nos clients. Et typiquement, je trouve que le dessin illustre assez bien. Moi j'ai un site responsive et voilà, et ça suffit. Bah non, en fait, non, ça suffit pas parce que l'expérience utilisateur c'est pas la même, parce qu'on peut pas faire la même chose quand on développe une app ou quand on développe un site web mobile responsive. En tout cas aujourd'hui, même si Google est en train d'essayer de se mettre à niveau, l'expérience aujourd'hui c'est pas la même et du coup c'est juste pas possible de réfléchir comme ça. Donc nous on a choisi, en tout cas au niveau performance, de miser beaucoup plus sur les applications mobiles. Parce que de toute façon, à un moment donné, il y a un tel chiffre d'affaires qui est potentiellement faisable via cet univers-là que c'est pas possible de l'ignorer. C'est-à-dire qu'il y a des millions d'euros qui sont injectés en in-app. Donc demain, un e-commerçant ou un site comme La Fourchette ne peut pas se dire je suis web mobile et c'est fini. C'est pas possible parce qu'on va perdre. De toute façon, il y a un manque à gagner qui est tellement énorme, on ne le voit pas aujourd'hui parce que si on n'a pas d'app,
pas en être conscient. Néanmoins, le manque à gagner va avoir tendance plutôt à s'intensifier. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est la croissance de ce marché, encore une fois, qui est énorme. Notamment, alors, on a une partie usage, mais on a aussi une partie revenu dans les apps qui une croissance énorme year on year. Ensuite, il y a une partie qui est très importante, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est qu'en général, les power users d'une marque, ils vont télécharger l'app et ils vont acheter via l'app. Et donc il y a des chiffres qui sont hyper flagrants. Au niveau des taux de conversion, ils sont beaucoup plus forts en in-app qu'en web mobile ou même en desktop. Et au niveau des paniers moyens. Et ça, à la limite, c'est presque le chiffre le plus important. C'est-à-dire que les gens en in-app, ils vont être moins nombreux à acheter, néanmoins les paniers moyens vont être beaucoup plus élevés. Donc c'est hyper important d'être présent, d'avoir une app pour cette raison-là aussi. L'autre raison, c'est qu'il y a eu plein d'études, notamment la dernière de Comscore qui a été présentée, je crois, il y a un mois. Il y a une population qui est la nôtre pour la majeure partie, dont 76% dit si j'ai un smartphone et que j'ai pas d'app dedans, en gros, j'ai pas de raison d'avoir un smartphone. Aucune raison d'en avoir. Donc, typiquement, juste dans le mindset aujourd'hui de vos futurs clients, des futurs clients en général, si vous n'avez pas d'app, ça va devenir de plus en plus compliqué, encore une fois selon moi. C'est aussi hyper important, je le disais en introduction, même si Google essaie de se mettre à niveau à un moment donné, est en train de travailler pour mettre à niveau le web mobile et l'in-app, aujourd'hui, il y a encore une différence énorme, et il y a encore des investissements énormes, donc il y a tous les GAFA plus d'autres, plein de pure players qui investissent encore énormément d'argent dans l'in-app. Donc pour moi, c'est un signe marché assez fort de se dire il n'y a pas autant d'investissement dans l'in-app. Typiquement, j'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec un fonds d'investissement. On parlait d'Uber, qui a eu plein de déboires ces derniers temps. Je ne sais pas si vous avez suivi, le fondateur s'est fait gentiment remercier, etc. Et tout le monde se disait Uber, ça va se casser la gueule, etc. J'ai un fonds d'investissement qui m'a dit un truc très vrai. Vous me direz, il me disait aussi ça de Lehman Brothers, mais qui m'a dit un truc très vrai. Il m'a dit Uber, c'est too big to die. C'est un peu pareil pour moi avec le monde applicatif. C'est qu'à un moment donné, s'ils investissent autant d'argent, ça ne va pas switcher du jour au lendemain au niveau des usages et ça va plutôt même accélérer. Non, j'ai pas fini. Merci. De l'autre côté, vous avez vu la sortie du dernier smartphone d'Apple avec la reconnaissance faciale. Donc on peut penser que demain on pourra même payer juste en montrant son visage à son téléphone. Donc il y a plein d'outils comme ça qui ne vont pas arriver demain en web mobile non plus en termes d'évolution technologique. Et ensuite, nous c'est un constat qu'on a fait, ça a fait partie de notre choix d'orientation tech quand on s'est dit on va racheter un DSP plutôt applicatif, parce qu'on aurait pu racheter des DSP, il y en a des centaines. Ce type de techno qui ont tous leurs spécificités. Pourquoi on s'est orienté là-dessus? Parce qu'il y a la problématique de fraude est bien mieux traitée dans les applications qu'en web mobile. Et du coup, c'est beaucoup plus simple de se développer au niveau applicatif. Oui, j'enchaîne. Il vous reste 12 minutes. Ah, ça va aller très vite. L'autre partie, c'est que c'est un outil CRM incroyable, l'in-app. Quand vous mettez en place, quand vous créez une app, il faut toujours penser à ce que vous allez traquer dans cette app. Et il y a des partenaires incroyables, mParticle, Coachava, Tune, qui sont exceptionnels et qui vous permettent de tout faire et d'avoir... vous n'avez pas besoin de plugger des outils CRM supplémentaires en plus des outils de tracking, donc ça c'est top. Et enfin, c'est parce que c'est plus du tout une option d'avoir une app, parce qu'aujourd'hui il y a 83% du top 30 retailers en France qui en ont une. À un moment donné, c'est pas possible de réfléchir en voulant se lancer dans un site marchand, dans un site marchand sans penser applicatif derrière. Et pourtant, alors chiffre à Pani, il n'y a que 50% des marketeurs qui mesurent leur ROI dans les apps, et il y en a 40% seulement qui mesurent leur revenu in-app. Et pour le coup, je ne peux pas citer de nom de client, mais un des plus gros e-commerce en français, on a eu la surprise de découvrir qu'en fait ils mesuraient leur revenu mobile, mais qu'ils ne savaient même pas la part qu'ils faisaient dans leur app et la part qu'ils faisaient en web mobile. C'est assez dingue. Donc encore aujourd'hui, on est dans cette éducation-là. Et le churn des clients est énorme in-app, du coup, comme vous ne mesurez pas, comme en général c'est relativement pas mesuré ou mal traqué ou mal fait, on a 80% des téléchargements, parce que tout le monde a des stratégies d'achat de téléchargement, sauf que 80% au bout de 3 mois ils sont plus là. Donc en gros on brûle son argent. Et là je vais laisser la parole à Loïc.
Merci pour cette intervention concise. Ouais, donc moi on va essayer de parler un petit peu plus de produits au sens des utilisateurs. Nos utilisateurs, c'est pas vraiment des utilisateurs, c'est vraiment des clients, c'est des gens qui développent des applications mobiles. Donc moi d'ailleurs je ne me définis pas moi-même comme un mobile product manager mais on bosse pour des mobile product managers pour essayer justement de faire en sorte qu'eux atteignent leurs objectifs en termes de rentabilité du produit et tout ça. Donc on va parler un peu des moyens qu'on peut utiliser en tant que développeur d'applications mobiles pour justement atteindre ces objectifs de rentabilité, de revenus, choses comme ça. Donc je vais utiliser un vocabulaire qui sera très orienté retail, mais les parallèles avec le gaming ou le travel sont assez rapides. Donc la transition avec ce que disait Emilien, c'est que en fait souvent et dans le passé, aujourd'hui, les gens se mettent au mobile, ils disent il faut que je commence par faire quoi? Des installations, on a très bien. Et aujourd'hui, on est dans un monde comme ça où les annonceurs ont généré beaucoup d'applications leur app. Et vous, demain, si vous développez une appli mobile, à un moment, vous allez vous dire, ok, j'ai peut-être envie d'acheter des installations, donc de payer des prestataires pour générer de l'installation. Et nous, notre rôle, c'est aussi d'éveiller sur le fait que l'installation, c'est pas tout. Donc Emilien évoquait le taux de churn. Et il y a deux principaux moyens à votre disposition. C'est la réactivation. Donc une fois que votre installation elle est générée, c'est bien, mais c'est le début d'un autre parcours qui va être celui de transformer l'utilisateur en un client, et si possible un client récurrent. Pour ça, il y a un rôle qui est le vôtre en tant que Mobile Product Manager, c'est la segmentation et gérer tout le tracking dans votre app. Nous, on ne peut pas faire le tracking à votre place. Par contre, on peut conseiller, mais d'une manière générale, quand on veut faire des stratégies de réactivation, de réengagement, pour transformer justement ces utilisateurs en des gens qui sont vraiment des clients, on a besoin d'avoir à la base un tracking efficace dans l'app mobile. Donc, c'est-à-dire compter tous les gens à chaque étape du funnel de conversion. Et pour ça, l'environnement in-app il est très pratique. Parce que contrairement au web, on n'est pas embêté avec les cookies et Emilien évoquait aussi les régulations qui changent et qui du coup rendent le tracking de plus en plus dur sur le web, alors que sur l'app c'est plutôt facilité avec les identifiants fournis par les OS. Ensuite, donc ça c'est les moyens et votre objectif, et vous me direz si je me trompe, mais c'est normalement celui-là. Et donc c'est aujourd'hui l'objectif que nous on sert aussi pour le compte des clients. C'est accroître les revenus moyens générés dans l'application mobile. Et au final, quand on prend un utilisateur, une application que j'ai payée, un utilisateur que j'ai acheté, avoir une lifetime value plus élevée, augmenter le ROI, générer plus de ventes, de conversions, peu importe ce qu'on cherche à générer à partir du moment où l'objectif est clair. Donc là, en rentrant un petit peu plus dans le réengagement et d'un point de vue produit, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que ça nécessite. Donc il faut rappeler l'importance de définir vraiment une stratégie, je dirais très précise, étape par étape, de réactivation des gens. Parce qu'un utilisateur qui est très peu engagé, ça n'a pas la même valeur et on n'a pas envie de dépenser le même argent pour le rendre en utilisateur un peu fréquent, puis utilisateur un peu fréquent en acheteur. Et ces étapes-là, c'est le travail du product manager, du marketing. En tout cas, c'est quelque chose qu'on co-construit avec nos clients et qui est ensuite nécessaire pour réengager. Donc là, c'est un exemple justement de comment ça fonctionne grâce à vos partenaires de tracking in-app qui sont ici. Donc c'est ceux-là que vous embarquez dans votre app, que vous intégrez pour traquer les différentes étapes du funnel de conversion. Et ces outils CRM-là vont nous transférer cette donnée des gens qui sont à telle et telle étape du funnel de conversion pour que nous, ensuite, on accumule dans notre DMP les groupes d'utilisateurs qui vous intéressent, parce que ce sont les gens qui vont générer le revenu de votre app demain. Et ensuite, là c'est vraiment notre cœur de métier, c'est de faire un achat média intelligent par rapport au groupe d'utilisateurs que vous aurez. Donc vous aurez ces utilisateurs à
faibles valeurs qui vont être réengagées sans une forte pression. Et plus l'utilisateur va valoir cher, au sens va avoir un potentiel de génération de revenus dans votre app, plus nous on va absolument essayer de le retoucher sur tous les emplacements possibles, parce que ce sera la personne qui demain dépensera 100 € par semaine dans votre application. Enfin, donc là il y a toute une notion d'intelligence d'achat média qui est quasi complètement back-end. Et Emilien évoquait aussi la force de la créative. La créative, c'est super important parce que c'est vraiment le point de contact entre votre application, qui normalement va être l'application ouverte si la personne clique, et juste voilà, le fait qu'on essayait de toucher cette personne. Donc nous, on a une vraie technologie créative qui se base aussi sur des optimisations je dirais technologiques en termes d'affichage avec du rich media, des belles choses, une expérience utilisateur très belle et très proche de celle de votre application. Et en même temps des intelligences aussi un peu cachées qui vont changer dynamiquement le contenu de la bannière pour afficher quelque chose qui est vraiment pertinent pour votre utilisateur. Donc c'est quelque chose que on est déjà familier avec Criteo, c'est le fameux truc que j'ai vu sur internet il y a 6 mois et que je continue de voir dans l'encart. Bon, ça c'est la manière grossière de le faire, et nous on a l'ambition de penser qu'on le fait un peu mieux, c'est-à-dire on propose des contenus vraiment personnalisés en fonction de ce que la personne a déjà fait ou pas dans votre application, et ça génère des uplifts sur la performance absolument énormes. Donc qu'est-ce que c'est qu'un uplift? Ça veut dire qu'une personne qui voit une bannière au pif par rapport à une personne qui voit vraiment la bannière qu'on pense être la meilleure pour lui, on peut avoir des performances en termes de conversion qui changent drastiquement. Donc la partie créative est aussi très importante. Et d'ailleurs, je crois que c'est le moment du cas client. Oui. Bonsoir à tous. Bon, du coup, je crois qu'il me reste approximativement 3 minutes. Très bien. Je vais vous illustrer un peu tout ce qui a été dit avant, parce qu'on est passé un peu rapidement sur certaines choses. Donc, je vous présente ici un cas client Food Delivery. Donc, sans citer de nom, une marque française très connue qui commence par un A et qui termine par un O. Donc, la stratégie qui a été mise en place, c'est un peu tout le process que vous a présenté Loïc auparavant. Donc la première étape, ça va être de se brancher au tracking partner de l'app. Donc à savoir que ça paraît quand même assez logique d'avoir un tracking au sein de l'app pour pouvoir traquer les events. En l'occurrence, ce n'est pas le cas pour tous les annonceurs en France. Donc c'est la première vraie étape, d'avoir un tracking pour pouvoir faire une stratégie vraiment sur mesure. Donc là, une fois qu'on est branché au tracking partner, on va créer des segments dynamiques. Donc comme vous avez expliqué Loïc, ça peut être par exemple un utilisateur qui a téléchargé l'app, qui a réservé une fois dans un restaurant et qui n'est plus revenu sur l'app depuis. On va avoir une stratégie d'achat adaptée, donc c'est ce que vous a expliqué Loïc, on ne va pas aller enchérir pareil pour tous les utilisateurs, afin du coup de sélectionner les utilisateurs les plus pertinents. On va les adapter du coup pour leur présenter des créas qui sont sur mesure à chacun des utilisateurs. On va aller tester des créas différentes, donc tester par exemple est-ce qu'on met plutôt en avant un sushi, est-ce qu'on met plutôt en avant un burger ou des pâtes. Ce qui nous permet à nous d'avoir derrière des taux de conversion meilleurs et d'avoir vraiment une stratégie adaptée à chacun des utilisateurs. Donc là, c'est un peu l'algorithme que vous a présenté Loïc avant avec tous les paramètres. Donc on va par exemple partir sur différents coloris de noms, différentes images, différentes call to action, et automatiquement la créa va s'ajuster par rapport à l'utilisateur. Donc on va associer un sushi avec un nom en rose, puis une pizza avec quelque chose en bleu. Et notre algorithme va travailler pour justement délivrer la créa qui va faire transformer l'utilisateur qu'on aura touché. Tout ça pour venir à ça. Je crois que les chiffres parlent mieux que les mots. Donc sur cette campagne-là, on a eu un ROI global de x23, donc ce qui est plutôt très très bon, quand on sait qu'en face, les ROI sur web mobile sont moins importants que ceux-ci. Et on a atteint du coup un CPA client, donc le CPA c'était la commande de plat. 71% en dessous du CPA target du client. Du coup, c'était un cas food delivery. Donc voilà un peu des chiffres sur tous les secteurs, parce que ça ne s'adresse pas forcément que au food delivery. Donc c'est des ROI moyens sur les campagnes qui tournent actuellement.
Donc on voit que ça fonctionne très très bien sur le e-commerce. Donc e-commerce, ça peut être des acteurs comme eBay, Price Minister ou Cdiscount. Le gaming, qui est vraiment très important, parce qu'aujourd'hui le mobile a une place très importante dans le secteur du gaming. Donc ils investissent énormément sur les apps et on a des très bons ROI. En l'occurrence, on cherche plutôt à générer des mêmes. Et puis pour finir sur le travel, donc évidemment c'est des chiffres pour vous donner un peu une idée du ROI et de la performance et des revenus qu'on arrive à générer une app. Donc pour conclure du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'annonceurs en France. Je dis en France parce que le marché français n'est pas vraiment mature comparé à nos voisins les Allemands ou au UK. En France, il y a beaucoup d'annonceurs qu'on rencontre qui nous disent voilà, moi j'ai un budget monstre, je veux faire 2 millions d'installs avant la fin de l'année. Et puis derrière, comme disait Emilien, quand on leur demande quelle est leur rentabilité, qu'est-ce qu'ils veulent générer derrière, quel est le ROI espéré, on me répond je veux de l'install. Donc effectivement, c'est important d'avoir de l'install, c'est important derrière d'avoir une vraie stratégie de rétention, de venir chercher les utilisateurs qui ont déjà montré un premier intérêt en téléchargeant l'app et de les faire convertir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions idiotes.